Journal rétrospective sur Léon Joléo, mesdames et messieurs, bienvenue. Décédé le 27 mai 2020, le juge Raphaël Yanni a été porté à terre le lundi 20 juillet dernier après une audience solennelle organisée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe où il a œuvré comme président. Élevé au titre des grands cordons des chevaliers de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, Raphaël Yanni repose désormais à la nécropole entre ciel et terre. Suivez ici le témoignage de Nicolas Wechi qui est l'un des membres de la famille de l'illustre disparu. Adieu collègue. Vous pouvez vous imaginer que ça ne pouvait être que la tristesse. Ça a été pour moi, d'abord, un choc, parce que c'est quand même un petit frère que je connais très bien. Je connais son intégrité, je connais ses habitudes, je connais son honnêteté, mais injustement, nous avons vu qu'il a été victime d'un comportement que beaucoup d'entre nous ne pouvaient jamais supporter. Et à ces jours, toute la famille se retrouve perdue. Perdue parce que le mot manque pour dire la réalité de ce que nous sentons dans la famille. Le mot manque aujourd'hui. Le gouvernement, à travers le vice-premier ministre de la Justice, nous a brandi la mort de suite d'un traumatisme crânien. Apparemment, vous, la famille, vous avez contesté ces résultats. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Au départ, il était convenu avec l'administration qu'avant toute conférence de presse, la famille devrait avoir la substance, la primeur de l'information. Chose qui ne s'est pas fait dans les normes. Donc la famille a été surprise, la famille a suivi avec beaucoup de tristesse les déclarations faites par la presse, chose que personne dans la famille n'accepte jusqu'à aujourd'hui. L'autopsie a été réalisée, les résultats ont été rendus disponibles, mais loin de la famille. Donc je pense que les jours à venir nous diront la famille continue d'être en concertation pour que finalement on arrive à être d'accord sur le résultat de l'autopsie qui ont été réalisés. En dépit des honneurs réservés au juge Raphaël Yanni Ovungu, sa famille entend poursuivre les enquêtes jusqu'au bout pour connaître les vraies causes de sa mort. C'est maître Antoine Stanis Dikomoelo qui l'a dit, il est l'avocat de la famille de l'illustre disparu. Les obsèques se sont bien déroulées pour notre part, pour la famille. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Le petit problème que je peux relever ici est que pour des besoins sécuritaires, beaucoup de gens n'ont pas eu l'accès ou l'occasion de rendre les derniers hommages mérités à notre digne fils et fait juge Yanni, élevé au rang du premier président de la cour d'appel. Le souci était ardent. Le désir, on soupirait, la famille soupirait de cette effectivement nécessité de connaître la vraie vérité, excusez-moi la tautologie, sur les circonstances et les causes du décès. Mais à plus de 20 jours
parce que à plus de 20 jours, parce qu'il est mort le 26, la nuit du 26 au 27 mai, le 16 juin, le vice-premier ministre de la Justice rend public les rapports de l'autopsie. Ce jour-là, la famille ne s'y attendait pas à ces rapports d'autopsie parce que après les entretiens que nous avions eus avec le vice-premier ministre de la Justice, il nous a promis de revenir le 17 pour ces rapports. Je lui ai déjà dit, je ne veux pas me répéter. Mais curieusement, il a rendu public ces rapports sans que la famille ne soit au courant des rapports de l'autopsie. Mais le souci est toujours là. Les enquêtes nous vous disent qu'il n'y a pas plus tard que la semaine passée, nous avions vu des gens défiler devant le magistrat instructeur pour être attendus. On est en train de vérifier les faits au niveau du parquet des grandes instances de Gombe. 2 morts, 1 blessé par balle, c'est le bilan de l'incursion des hommes armés non autrement identifiés dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Selon les témoins, ces assaillants qui ont porté les uniformes des FRDC seraient le rebelle de l'ADF. Les détails dans ce reportage de nos confrères du Nord Kivu. De l'Intérieur fait couler beaucoup d'encre et salive. Le Premier ministre, pour qui Gilbert Kankondé a contresigné les ordonnances, n'a pas vu de bon œil cette procédure. Sylvestre Ilunkamba a demandé au président de la République de lui fournir des explications et a menacé d'ouvrir une mesure disciplinaire à l'encontre de Gilbert Kankondé. Écoutez le porte-parole du Premier ministre pour plus de détails. Les assaillants ont d'abord ciblé un couple sur avenue Mampaou dans la Céline Gadi. Messieurs Mavouti Aloïse et sa femme Katungu Joséphine, tous de 3e âge, ont été surpris par ces hommes dans leur case alors qu'il faisait au moins 20 heures. Ils ont poursuivi leur chemin jusque dans la parcelle voisine où ils ont blessé une femme par balle à sa jambe. Les auteurs de cette nouvelle tuerie ne sont pas encore identifiés, mais des sources rencontrées sur place ce lundi révèle que les assaillants étaient venus à tenue semblable à celle des militaires congolais commando. Dans plusieurs de leurs interventions, les autorités militaires ont toujours déploré la stratégie des groupes armés qui opèrent avec des uniformes de l'armée congolaise, je cite, pour créer une confusion dans les chefs de la population quant à l'identité des tueurs. Lors de ce séjour à Beni, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC avait annoncé que l'armée envisage changer sa tenue pour dévier cette stratégie. Ce sont les coups de balle tirés par les assaillants qui auraient alerté les militaires venus pour intervention. Ce sont les militaires qui ont levé les corps des victimes jusqu'à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni et la femme blessée, Kima Airalouembi, placée aux soins. La population demande aux autorités de finir cette guerre contre les ADF pour renouveler sa confiance. La matinée de ce lundi, les jeunes de ces quartiers se sont soulevés en barricadant la route Beni-Oicha. Ils ont placé des sticks de bois, des pierres et des kiosques sur le macadam pour manifester leur colère avant d'être dispersés par les éléments de la police nationale congolaise. C'est une 3e attaque dans ce même quartier depuis le début de l'année en cours. En Doma, dans le territoire de Beni, ce sont 3 personnes qui ont été tuées par des hommes armés qu'on suppose être de l'ADF. Les assaillants auraient également emporté des produits agricoles. Les corps ont été retrouvés le dimanche. Ces morts s'ajoutent à certains autres enregistrés dans cette région la semaine écoulée. La 41e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 24 juillet s'est articulée sur plusieurs axes, parmi lesquels l'occupation du territoire congolais par l'armée zambienne dans le Tanganyika. Le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres que la SADC a tranché en faveur de la République démocratique du Congo. Elle en appelle aux autorités zambiennes d'instruire à leur armée de libérer le sol congolais endéant en 7 jours. Le compte-rendu de cette réunion a été lu par Jolino Makelele. Il est ministre d'État et porte-parole du gouvernement. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Jeudi dernier, le Front commun pour le Congo a organisé une marche en guise de soutien aux institutions de la République. Tous les cadres du FCC présents à cette marche ont dénoncé la dérive dictatoriale que prend le pays sous le régime de Félix Tshisekedi. Intimidation, arrestations arbitraires, ce sont des dérives dénoncées par les militants et cadres du Front commun pour le Congo. Suivez quelques-uns de ces militants dans ce propos recueilli par Thierry Batondoko. Tanganyika, litige frontalier République démocratique du Congo, Zambie. Le ministre de la Défense a informé le Conseil des ministres sur les derniers développements du litige frontalier entre la RDC et la Zambie. Après examen du contentieux frontalier qui oppose la Zambie à la République démocratique du Congo, le SADC saisi par la RDC vient de décider que les localités de Kibanga et Kalubamba font partie de la République démocratique du Congo. Il a été donné 7 jours à l'armée zambienne pour évacuer ses troupes. À l'annonce de cette bonne nouvelle, le président de la République a réitéré le souhait de voir les Africains unis et rassemblés autour des multiples défis à relever. Libérez Vital Kamerhe, il est innocent, c'est le slogan répété ce vendredi à la marche organisée par les associations caméristes. Partie du siège de l'interfédéral de l'UNC Kinshasa, la marche avait comme point de chute le rond-point Mollard dans la commune de Bandalungwa. Ces militants ont demandé la libération de Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans de prison et 10 ans de privation des droits civiques à l'expiration de sa peine. Écoutez Tochuman Kisombe, porte-parole de l'UNC, revenir sur les objectifs de cette marche. Selon les initiateurs, il décrit l'injustice vécue sur le dossier de Vital Kamerhe. Nous avons tous remarqué que M. Djamal a dit tout au long de ce procès qu'il possède les 1500 maisons, des militaires et des policiers. Alors pourquoi les priver? Parce qu'on voudrait mettre, on voudrait faire
une action nuisible à Vital Kamerhe, je pense que c'est pas loyal. Et lors de ce procès, aucun montant n'a été décrit, aucune preuve palpable n'a été soulevée. Nous avons aussi un cas très flagrant qui pourrait nous donner espoir parce que celui qui a géré pour le compte de Saut de Mouton, M. Blattner, a été acquitté alors que lui a géré les fonds, contrairement à M. Vital Kamerhe qui a donné des instructions qui venaient du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, que je salue humblement pour ce combat d'état de droit, mais que nous pensons qu'il est un processus, un très long processus qui est à ces stades. L'état de droit est bâclé et tout à fait désorienté et nous voulons que l'état de droit reprenne sa place. Voilà pourquoi nous accompagnons les associations, l'initiative de l'association en guise de soutien et pour dire Kamerhe n'est pas votre cobaye, Kamerhe n'est pas votre ennemi, Kamerhe est un leader et un fils dont le peuple attend beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui venus dire non à ce procès et nous pensons que même 1000 sont derrière contre Kamerhe. Il y en aura 10 000 qui seront pour lui et parmi ces 10 000 nous trouverons des juges justes, intègres qui diront le droit pour le droit sur le chemin du droit. Voilà, le procès en appel commence aujourd'hui. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ce procès en appel? La libération de Kamerhe, l'acquittement ou la diminution de la peine? Écoutez, quand un innocent est innocent, on ne parle pas de lui diminuer une peine parce qu'il est innocent. On parle de l'acquittement. Je vais vous demander combien Vital Kamerhe a volé ou a détourné alors qu'il ne possédait aucun montant sur sa disposition ou en sa disposition. Donc il faudrait être juste et avoir la modestie de dire que ce coup a foiré et que tous ceux qui ont organisé cette machination politique se sont dévoilés à l'œil nu. Et on dit que ça venait d'une famille politique. Vous avez vu les déclarations. Le procès Kamerhe n'est pas du chef de l'État, mais c'est bien d'une famille politique qui a réclamé. Donc, partant de ça, nous pensons que Vital Kamerhe bénéficie de l'acquittement pur et simple. Dans la lettre que nous avons adressée aux autorités, la destination n'était pas la prison de Makala. Nous sommes l'INC, le parti de Vital Kamerhe, les pacificateurs. Nous sommes pacifistes et respectueux des institutions du pays. Dans la lettre adressée aux autorités, le point de chute, c'était le rond-point Bandal ici. Ça, c'est une mise au point très importante. Et à ce niveau, nous en profitons au nom de tous les organisateurs. Je vais citer ici personnellement le CGA Léon, Ngoua, je cite Touchoumani Kisombe, je cite l'honorable Berthe qui nous a beaucoup aidés, puisque nous avons fait ceci avec nos maigres moyens. Au regard de la léthargie qui a caractérisé les partis depuis l'affaire 15 millions, on a invité le président national Vital Kamerhe pour l'arrêter. Il n'y a eu aucune réaction. Il a été condamné pour 20 ans. Aucune réaction. Et là, nous nous dirigeons tout droit vers l'appel. C'est comme ça que le Kamériste, ensemble avec toutes les associations caméristes, que nous remercions beaucoup aujourd'hui, nous sommes dit nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous nous mettons debout pour, manifester notre attachement, notre amour, notre abnégation envers M. Vital Kamerhe. D'aider, montrer à la face du monde, contrairement à ce qu'il pensait, Kamerhe n'est pas abandonné par sa base. Troisièmement, dénoncer ces jugements iniques. Comment expliquer que pour un même dossier, les mêmes procès, il y a les uns qui sont acquittés, les autres qui sont condamnés pour 3 ans et curieusement, la victime expiatoire Vital Kamerhe est condamnée pour 20 ans. C'est anormal et ça c'est injuste. En appel, nous voulons ici en appeler au chef de l'État, qui est le garant des institutions, qui est le chef direct de M. Vital Kamerhe, puisqu'il faut signaler... Notez que plusieurs autres provinces, dont le Nord Kivu, le Sud Kivu et tant d'autres, ont également vibré le même vendredi au rythme de ces marches en guise de soutien à Vital Kamerhe, qui a été condamné à 20 ans de prison et 10 ans de privation des droits civiques à l'expiration de sa peine.
Retenez que ce même vendredi devait s'ouvrir le procès en appel de Vital Kamerhe à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. D'après maître Jean-Marie Kabengela, avocat de la défense, les avocats de la République ont refusé de comparaître pour faute de saisine et ont sollicité un renvoi et l'audience a été renvoyée au 7 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette page rétrospective. Retrouvez-nous à la prochaine. Au revoir.